Ma belle-fille s'est plantée devant moi, a pointé son doigt vers la porte et a hurlé « Tu ne sers plus à rien ici, dehors !» Et mon fils, mon propre fils, celui que j'ai porté pendant 9 mois, celui que j'ai nourri, élevé, aimé de toutes mes forces, mon fils a détourné les yeux. Il n'a rien dit, pas un mot, pas un geste. Il a simplement regardé ailleurs, comme si je n'existais pas, comme si je n'avais jamais existé. Je m'appelle Camille Renaud. J'ai 64 ans. Aujourd'hui, je vis dans un appartement lumineux avec vue sur la mer à Nice. Le matin, je prends mon café sur le balcon, en regardant le soleil se lever sur la Méditerranée. Les mouettes passent devant ma fenêtre. L'air sent le sel et la liberté. Mais il y a 2 ans, ma vie était un cauchemar. Il y a 2 ans, j'étais prisonnière dans ma propre maison, celle que j'avais payée de mes propres mains, celle où j'avais investi toutes mes économies, toute ma vie. Et personne ne le savait. Personne ne voyait ce qui se passait derrière les murs de cette belle propriété en banlieue parisienne. Personne ne voyait la vieille femme qu'on avait reléguée au sous-sol comme un meuble encombrant. Pour comprendre comment j'en suis arrivée là, il faut que je vous raconte mon histoire depuis le début. J'ai été infirmière pendant 40 ans. 40 ans à soigner les autres, à tenir des mains tremblantes dans la nuit, à consoler des familles en deuil, à accueillir des nouveau-nés dans ce monde. J'ai travaillé dans les hôpitaux de Paris, d'abord à la Pitié-Salpêtrière, puis à Necker, dans le service de pédiatrie. Les enfants malades, c'était ma spécialité. Je les aimais tous comme s'ils étaient sur les miens. Je passais des heures à leur raconter des histoires pour les faire sourire malgré la douleur. Les médecins me respectaient, les familles me remerciaient avec des larmes dans les yeux. J'étais quelqu'un. J'avais une valeur. Je servais à quelque chose. Mon mari Henri était professeur de mathématiques au lycée. Un homme doux, patient, qui passait ses soirées à corriger des copies en écoutant du jazz. Nous nous sommes rencontrés dans une librairie du quartier latin. Il cherchait un livre de poésie. Je cherchais un roman. Nos mains se sont touchées en attrapant le même exemplaire de Prévert. Il a rougi. J'ai souri. 3 mois plus tard, nous étions mariés. 42 ans de bonheur simple, de petits matins tranquilles, de disputes sans importance et de réconciliation sur l'oreiller. Henri est mort il y a 12 ans. Cancer du poumon. Il n'avait jamais fumé de sa vie. L'ironie du destin, disaient les médecins. Moi, j'appelais ça une injustice. Après sa mort, je me suis accrochée à la seule chose qui me restait. Mon fils Julien, notre fils unique. Nous avions essayé d'avoir d'autres enfants, mais la vie en avait décidé autrement. Julien était tout pour nous. Un garçon brillant, sensible, qui ressemblait tellement à son père, et les mêmes yeux noisettes, le même sourire timide, la même façon de froncer les sourcils quand il réfléchissait. Il avait fait des études d'ingénieur, avait trouvé un bon travail dans une grande entreprise. J'étais fière de lui, tellement fière. Quand Henri est parti, Julien avait 32 ans. Il vivait seul dans un petit appartement du 11e arrondissement. Il venait me voir tous les dimanches. Nous déjeunions ensemble, nous parlions de tout et de rien, nous regardions des vieux films à la télévision. Ces dimanches étaient ma raison de vivre. Ils étaient le fil qui me rattachait à l'existence après avoir perdu l'homme de ma vie. Et puis, il y a 5 ans, Julien a rencontré Sabrina. Elle travaillait dans le marketing, dans la même entreprise que lui. Une femme de 30 ans, blonde, ambitieuse, avec un sourire éclatant et des yeux qui calculaient tout. La première fois qu'il me l'a présentée, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Un malaise que je n'arrivais pas à définir.
Elle était polie, charmante même. Mais il y avait quelque chose dans son regard. Quand elle observait mon appartement, quand elle posait des questions sur ma retraite, sur mes économies. Des questions innocentes en apparence. Mais je suis infirmière. J'ai passé 40 ans à observer les gens, à lire leur visage, à deviner ce qu'ils cachaient derrière leur sourire. Et Sabrina cachait quelque chose. Mais Julien était amoureux, aveuglément amoureux. Il ne voyait que sa beauté, son énergie, sa façon de rire. Il ne voyait pas les regards qu'elle me lançait quand il avait le dos tourné. Il ne voyait pas comment son sourire disparaissait dès qu'il quittait la pièce. Alors j'ai fait ce que font toutes les mères. J'ai accepté. J'ai souri. J'ai fait semblant d'être heureuse pour lui, parce que son bonheur passait avant le mien, parce que c'est ça être mère. Ils se sont mariés 1 an plus tard. Un beau mariage dans un château de la Loire. J'ai payé une partie de la fête. 20 000 € de mes économies. Sabrina m'a remerciée avec un baiser sur la joue et un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Ce jour-là, j'ai pleuré en dansant avec mon fils. Des larmes de joie, croyais-je. Mais peut-être que c'était des larmes d'adieu. Peut-être que je sentais déjà que je le perdais. Après le mariage, Julien et Sabrina ont commencé à chercher une maison. Ils voulaient quitter Paris, s'installer en banlieue, avoir de l'espace pour fonder une famille. Mais les prix étaient fous. Même avec leurs 2 salaires, ils ne pouvaient pas se permettre ce qu'ils voulaient. Un soir, Julien m'a appelée. Sa voix était hésitante, gênée. « Maman, j'ai quelque chose à te demander. » Mon cœur s'est serré. Je savais ce qui allait venir. Voilà, avec Sabrina, on a trouvé une maison parfaite. 4 chambres, un grand jardin, un garage. Elle est à 400 000 €. On peut en payer une partie, mais il nous manque beaucoup. J'ai fermé les yeux. Combien? 280 000 €. Le silence est tombé entre nous. 280 000 €. C'était tout ce que j'avais, toutes mes économies, l'argent de la vente de notre appartement avec Henri, mon filet de sécurité pour la vieillesse, ma liberté. Mais Julien a ajouté quelque chose qui a tout changé. En échange, maman, tu viendras vivre avec nous, tu auras ta propre chambre, tu ne seras plus seule. On sera ensemble, comme avant, comme avant. Ces mots ont résonné dans ma tête. Je n'aurai plus à passer mes soirées seule devant la télévision. Je n'aurai plus à manger seule dans ma cuisine silencieuse. Je serai avec mon fils. Je verrai mes futurs petits-enfants grandir. Je ferai partie d'une famille à nouveau. J'ai dit oui. J'ai vendu mon appartement. J'ai donné 280 000 € à mon fils. Sur les 400 000 que coûtait la maison, j'en payais 70%. Mais je n'ai pas demandé de garantie. Je n'ai pas exigé que mon nom soit sur l'acte de propriété. Je n'ai pas consulté de notaire. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était mon fils, mon sang, ma chair. Je lui faisais confiance comme on fait confiance à l'air qu'on respire. Les premiers 2 mois dans la nouvelle maison ont été merveilleux. J'avais une belle chambre au 1er étage, avec une vue sur le jardin. Je cuisinais pour tout le monde. Je m'occupais des plantes, du potager. Julien et moi retrouvions notre complicité d'autrefois. Le dimanche matin, nous prenions le petit déjeuner ensemble, pendant que Sabrina faisait la grasse matinée. Nous parlions d'Henri, de mon travail à l'hôpital, de son enfance. Ces moments valaient tous les sacrifices du monde. Mais lentement, insidieusement, les choses ont commencé à changer. D'abord, des petites remarques de Sabrina. « Tu as encore fait du poulet, Camille? On en a mangé 3 fois cette semaine. » Puis des critiques sur ma façon de nettoyer. « Tu as laissé des traces sur les vitres. »
Ma femme de ménage faisait mieux que ça. Et enfin, la première vraie humiliation. Un soir, des amis de Sabrina sont venus dîner. Je m'étais préparée. J'avais mis ma belle robe bleue, celle qu'Henri aimait tant. Quand je suis descendue au salon, Sabrina m'a regardée avec un sourire glacial. « Camille, tu ne préfères pas manger dans ta chambre ce soir? Mes amis ne te connaissent pas, ça pourrait être gênant. » J'ai regardé Julien. Il a baissé les yeux. « D'accord, » ai-je murmuré. Et je suis remontée dans ma chambre, le cœur en miettes. C'était le début de la fin. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire, parce que cette histoire, je le sais, n'est pas seulement la mienne. Des milliers de femmes vivent la même chose en ce moment même, dans le silence et la honte. Et si je parle aujourd'hui, c'est pour elles aussi. 6 mois après mon arrivée dans cette maison, Sabrina m'a convoquée dans le salon. Elle était assise sur le canapé, les jambes croisées, un verre de vin à la main. Julien était à côté d'elle, le regard fuyant. J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Camille, a-t-elle commencé avec ce ton doucereux qu'elle prenait quand elle voulait quelque chose? On a réfléchi avec Julien. Ta chambre au premier étage, c'est un peu du gâchis. On pense avoir des enfants bientôt. Et cette chambre ferait une nurserie parfaite. J'ai senti mon cœur se serrer. Et moi, je dormirais où? Elle a souri. Au sous-sol. On l'a aménagé. C'est très bien, tu verras. Tu auras ton intimité. Le sous-sol. J'ai regardé Julien. Il fixait ses chaussures comme un enfant pris en faute. Mon fils, celui que j'avais bercé pendant des nuits entières, quand il avait de la fièvre, celui pour qui j'avais sacrifié toutes mes économies, me demandait de descendre au sous-sol pour laisser la place à des enfants qui n'existaient même pas encore. J'aurais dû refuser, j'aurais dû me lever et dire non. Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'espérais encore, parce que je me disais que c'était temporaire, que les choses allaient s'arranger, que Julien allait finir par ouvrir les yeux. « D'accord », ai-je murmuré, « si c'est ce que vous voulez. » Le sous-sol était une pièce de 20 mètres carrés, avec une petite fenêtre en hauteur qui donnait sur le niveau de la rue. On voyait passer les pieds des gens qui marchaient sur le trottoir. Les murs étaient humides, malgré la peinture fraîche. Une odeur de moisi flottait dans l'air, une odeur que je n'arrivais jamais à éliminer malgré les bougies parfumées que j'achetais avec ma maigre pension. Il y avait un lit simple, une armoire bancale, une petite table et une chaise. C'était tout. Ma nouvelle vie tenait dans 20 mètres carrés souterrains. Les premiers jours, j'ai essayé de m'adapter. J'ai accroché des photos au mur. Des photos d'Henri, de Julien enfant, de mes années à l'hôpital. J'ai mis une nappe sur la petite table. J'ai posé une lampe de chevet qui diffusait une lumière chaude. Je me suis dit que je pouvais transformer cet endroit en refuge, en cocon. Mais on ne transforme pas une prison en palace. On ne transforme pas l'humiliation en confort. Sabrina a très vite établi de nouvelles règles. Je devais faire le ménage de toute la maison, 300 mètres carrés, tous les jours. Je devais préparer le petit déjeuner avant qu'elle se réveille et le dîner avant qu'elle rentre du travail. Je devais m'occuper du jardin, de la lessive, du repassage. En échange de quoi? En échange de rien. En échange du droit de vivre dans cette maison que j'avais payée. Tu comprends, Camille? Me disait-elle avec son sourire de serpent. Tu ne payes pas de loyer. C'est normal que tu contribues autrement. Je ne payais pas de loyer dans une maison que j'avais financée à 70%. L'absurdité de la situation me frappait chaque matin quand je me réveillais dans mon sous-sol humide. Mais je ne disais rien.
Je baissais la tête et j'obéissais. Les mois ont passé. Ma vie était devenue une routine d'esclave. Je me levais à 6 heures. Je montais préparer le café. Je nettoyais la cuisine. Je faisais les lits. Je passais l'aspirateur. Quand Sabrina partait travailler, je m'occupais du jardin. Quand elle rentrait, je servais le dîner. Et le soir, je redescendais dans mon trou, épuisée, les mains abîmées par les produits ménagers, le dos cassé par les heures de travail. J'avais 63 ans. J'avais travaillé pendant 40 ans comme infirmière. Et je finissais mes jours comme domestique non payé, chez mon propre fils. Le pire, c'était le silence de Julien. Il ne me défendait jamais. Quand Sabrina me critiquait, il regardait ailleurs. Quand elle haussait le ton, il quittait la pièce. Un jour, j'ai essayé de lui parler seul à seul. Je l'ai intercepté dans le garage, alors qu'il rentrait du travail. « Julien, ai-je dit, il faut qu'on parle. » De Sabrina et de la façon dont elle me traite. Il a soupiré. « Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Elle est stressée par le travail. Elle ne pense pas ce qu'elle dit. Elle me demande de nettoyer ses chaussures à genoux. Julien, à genoux. » Il a fermé les yeux. Je vais lui parler. Mais il ne lui a jamais parlé. Ou s'il l'a fait, ça n'a rien changé. Les humiliations ont continué, de plus en plus fréquentes, de plus en plus cruelles. Un soir de novembre, tout a basculé. Sabrina avait organisé un dîner pour ses collègues de travail. 7 personnes, des cadres du marketing comme elle, des gens importants qu'elle voulait impressionner. Elle avait préparé cette soirée pendant des semaines. Le traiteur le plus cher, le meilleur vin, des fleurs partout dans le salon. Et elle m'avait donné des instructions très claires. Ce soir, tu restes au sous-sol. Tu ne montes pas, tu ne fais pas de bruit. Mes collègues n'ont pas besoin de savoir qu'il y a une vieille femme qui vit dans la cave. J'ai encaissé l'insulte en silence. Une vieille femme dans la cave, c'est ce que j'étais devenue à ses yeux. Pas une belle-mère, pas la mère de son mari, pas une ancienne infirmière qui avait sauvé des vies. Juste une vieille femme encombrante qu'on cachait comme une honte. Je suis restée dans mon sous-sol pendant des heures. J'entendais les rires au-dessus de ma tête, le tintement des verres, la musique. Je regardais ma petite fenêtre, les pieds des invités qui arrivaient, leurs chaussures élégantes qui passaient devant mes yeux. Je me sentais comme un fantôme, comme quelqu'un qui n'existe plus vraiment. Vers 22 heures, j'ai eu soif. Je n'avais plus d'eau dans ma chambre. J'ai hésité longtemps. Je savais que je ne devais pas monter. Mais la soif était trop forte. Je me suis dit que je pourrais aller à la cuisine discrètement, prendre un verre d'eau et redescendre sans que personne me voie. J'ai monté l'escalier lentement, en évitant les marches qui craquaient. La cuisine était vide. J'ai pris un verre dans le placard. J'ai ouvert le robinet. Et c'est là que Sabrina est entrée. Elle venait chercher une nouvelle bouteille de vin. Quand elle m'a vue, son visage s'est déformé de rage. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était aiguë, hystérique. « Je t'avais dit de rester en bas. Je voulais juste un verre d'eau. » Elle a arraché le verre de mes mains. Il s'est fracassé sur le sol. Les éclats ont volé partout. Le bruit a attiré les invités. Ils sont venus voir ce qui se passait. Et là, devant 7 étrangers, devant mon fils qui venait d'apparaître derrière eux, Sabrina s'est mise à hurler. « Tu ne sers plus à rien ici. Tu es un poids mort, un parasite. Cette maison serait mieux sans toi. Dehors, dehors. » Elle criait si fort que les veines de son cou saillaient. Ses yeux étaient fous de colère. J'ai reculé contre le comptoir, terrorisé. Les invités nous regardaient, pétrifiés. Certains avaient sorti leur téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par réflexe.
Et Julien, mon fils, se tenait là, au milieu du groupe, blanc comme un linge. J'ai croisé son regard. J'ai supplié en silence. « Défends-moi. Dis quelque chose. Fais quelque chose. » Mais il a détourné les yeux. Il a simplement détourné les yeux. Une des invitées, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris et au regard perçant, s'est approchée de moi doucement. Elle m'a touché le bras et m'a murmuré quelque chose à l'oreille. Puis elle a glissé quelque chose dans ma main. Une carte de visite. Maître Hélène Vautier, avocate, droit des successions et droit de la famille. « Appelez-moi », a-t-elle dit tout bas. « S'il vous plaît, cette nuit-là, je suis redescendue dans mon sous-sol avec cette carte serrée dans ma paume. Je me suis assise sur mon lit, tremblante. J'ai regardé la photo d'Henri sur ma table de nuit. Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas pleuré. J'ai senti quelque chose d'autre monter en moi. Quelque chose que j'avais oublié. De la colère. Une colère froide, silencieuse, déterminée. La colère de celle qui n'a plus rien à perdre. Les jours qui ont suivi cette soirée ont été les plus sombres de ma vie. Sabrina ne m'adressait plus la parole directement. Elle passait par Julien pour me transmettre ses ordres. « Dis à ta mère de nettoyer la salle de bain. Dis à ta mère que le dîner était trop salé hier. Dis à ta mère qu'elle a mal repassé mes chemisiers. » J'étais devenue invisible, un fantôme qu'on ne regardait plus, qu'on ne voyait plus. Je n'existais qu'à travers les tâches que j'accomplissais, les corvées que j'exécutais du matin au soir. Julien, lui, m'évitait. Quand je montais de mon sous-sol, il trouvait toujours une raison de quitter la pièce. Il avait un appel à passer, un dossier urgent à consulter, une course à faire. Nous qui partagions autrefois de longues conversations, nous n'échangions plus que des mots fonctionnels. Bonjour, bonsoir, merci, c'est tout. Mon fils était devenu un étranger qui vivait au-dessus de ma tête. Je gardais la carte de Maître Vautier dans la poche de mon tablier. Je la touchais parfois, du bout des doigts, comme un talisman. Mais je n'osais pas appeler. Qu'est-ce que je lui dirais? Que mon fils me traitait comme une domestique? Que ma belle-fille me haïssait? Ce n'étaient pas des crimes. Ce n'étaient pas des choses qu'on pouvait porter devant un tribunal. C'étaient juste les petites cruautés ordinaires de la vie familiale, celles dont personne ne parle, celles qu'on endure en silence parce qu'on a honte, parce qu'on se dit que c'est de notre faute, parce qu'on espère toujours que les choses vont s'arranger. Le sous-sol était devenu mon univers. J'y passais de plus en plus de temps, même quand je n'y étais pas obligée. C'était le seul endroit où je pouvais respirer sans sentir le regard méprisant de Sabrina sur moi. J'avais organisé mon petit espace du mieux que je pouvais. Mes livres étaient rangés sur une étagère bancale que j'avais récupérée dans le garage. Mes photos étaient accrochées au mur avec du ruban adhésif. J'avais installé une petite radio qui me tenait compagnie le soir. Je l'écoutais en sourdine pour ne pas déranger ceux du dessus. L'humidité était mon ennemie constante. Elle s'infiltrait dans mes draps, dans mes vêtements, dans mes os. Je me réveillais chaque matin avec des douleurs dans les articulations, des douleurs que je n'avais jamais eues avant. Mon dos me faisait souffrir à force de dormir sur ce matelas trop mou. Mes mains étaient gercées, abîmées par les produits qu'on ménageait. À 63 ans, j'avais le corps d'une femme de 80 ans. Le travail et l'humiliation me vieillissaient plus vite que le temps. Le soir, quand tout était silencieux dans la maison, je parlais à Henri. Je sortais sa photo de sous mon oreiller et je lui racontais ma journée. « Tu sais, aujourd'hui, Sabrina m'a demandé de laver sa voiture. »
à la main. Il faisait 3 degrés dehors. Mes doigts étaient tellement gelés que je ne les sentais plus. Et Julien, il est passé à côté de moi sans rien dire. Il a fait comme s'il ne me voyait pas. Je pleurais souvent pendant ces conversations. Les larmes coulaient sur mes joues et tombaient sur la photo, sur le visage souriant d'Henri. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, mon amour? Pourquoi notre fils est-il devenu comme ça? Mais Henri ne répondait pas. Les morts ne répondent jamais. Un matin de décembre, quelque chose d'étrange s'est produit. J'étais en train de nettoyer le salon quand j'ai entendu la sonnette. Sabrina était au travail, Julien aussi. J'ai ouvert la porte. C'était le facteur avec une lettre recommandée. Elle était adressée à Julien. J'ai signé le reçu et j'ai posé l'enveloppe sur la table de l'entrée. Mais quelque chose m'a intriguée. L'expéditeur était un cabinet de notaire. Maître Durand et associé, Paris 16e. Je n'aurais pas dû regarder. Ce n'était pas mon courrier. Mais une intuition, un pressentiment, m'a poussé à retourner l'enveloppe. Elle n'était pas correctement fermée. Le rabat était décollé. Peut-être à cause de l'humidité. Peut-être à cause d'une erreur à la poste. Mes mains tremblaient quand j'ai sorti la lettre. Ce que j'ai lu m'a glacé le sang. C'était une consultation juridique concernant la création d'une SCI, une société civile immobilière. Julien et Sabrina voulaient transformer la maison en SCI pour des raisons fiscales, disait le document. Mais ce n'était pas tout. Dans le nouveau montage juridique, les parts seraient réparties ainsi. 50% pour Julien, 50% pour Sabrina. Mon nom n'apparaissait nulle part. Pas une seule fois. Il voulait légalement effacer ma contribution. Il voulait faire comme si je n'avais jamais donné 280 000 €. Comme si cet argent n'avait jamais existé. J'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. Je relisais la lettre encore et encore, espérant avoir mal compris, espérant que c'était un malentendu. Mais les mots étaient clairs, cruels, dans leur clarté juridique. Transformation de la propriété en SCI, répartition des parts entre les époux. Aucune mention d'une tierce partie. J'étais la tierce partie. Moi, celle qui avait payé 70% de cette maison. J'étais effacée, gommée, comme si je n'avais jamais existé. J'ai remis la lettre dans l'enveloppe. J'ai essayé de recoller le rabat du mieux que je pouvais. J'ai reposé l'enveloppe sur la table de l'entrée, exactement où je l'avais trouvée. Puis, je suis descendue dans mon sous-sol et je me suis effondrée sur mon lit. Les larmes ne venaient pas. J'étais au-delà des larmes. J'étais dans un état de choc, un état où plus rien ne semble réel, où le monde devient flou et lointain. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée dans le noir, les yeux ouverts, à regarder le plafond. J'entendais les bruits de la maison au-dessus de moi. Le plancher qui craquait sous les pas de Julien et Sabrina. L'eau qui coulait dans les tuyaux. La télévision qu'ils regardaient dans le salon. Ils vivaient leur vie normale, insouciante, pendant que moi, dans mon trou, je découvrais l'étendue de leur trahison. Comment en étions-nous arrivés là? Je me repassais le film de ma vie, cherchant le moment où tout avait basculé. Est-ce que j'avais été une mauvaise mère? Est-ce que j'avais fait quelque chose qui justifiait ce traitement? J'avais aimé Julien de toutes mes forces. Je l'avais soutenu dans ses études, dans sa carrière, dans ses choix. Je lui avais donné tout ce que j'avais. Et en retour, il me volait. Il me volait ma maison, ma dignité, mon existence même. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai fouillé dans le bureau de Julien. Je savais que c'était mal,
que c'était une violation de sa vie privée, mais je devais savoir. Je devais comprendre. J'ai attendu qu'ils partent tous les deux au travail. Puis je suis montée dans leur bureau. Une pièce élégante avec des meubles en chêne et des étagères remplies de livres qu'ils ne lisaient jamais. J'ai ouvert les tiroirs un par un. Des factures, des relevés bancaires, des documents administratifs. Et puis, dans le dernier tiroir, j'ai trouvé un dossier épais, avec une étiquette manuscrite. Projet SCI, maison. J'ai ouvert le dossier avec des mains tremblantes. Il y avait des dizaines de pages, des échanges de courriels avec le notaire, des brouillons de statuts, des simulations fiscales et une note manuscrite de Sabrina. Sa mère ne doit rien savoir. On lui dira après, quand ce sera fait. Elle ne pourra plus rien faire. J'ai photographié chaque page avec mon vieux téléphone portable. Mes mains tremblaient tellement que certaines photos étaient floues. Mais je m'en fichais. J'avais les preuves. J'avais la preuve de leur conspiration. J'ai remis le dossier exactement où je l'avais trouvé. J'ai refermé les tiroirs. J'ai vérifié que tout était en ordre. Puis je suis redescendue dans mon sous-sol. J'ai sorti la carte de visite de ma poche. Maître Hélène Vautier. Les lettres dorées brillaient dans la lumière grise de ma petite fenêtre. J'ai regardé la carte longtemps, très longtemps. Et puis j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro. 3 sonneries. Puis une voix, claire et professionnelle. Cabinet de Maître Vautier, bonjour. J'ai respiré profondément. Bonjour. Je m'appelle Camille Renaud. Maître Vautier m'a donné sa carte il y a quelques semaines. Elle m'a dit de l'appeler si j'avais besoin d'aide. Un silence. Puis la voix s'est adoucie. Oui, Madame Renaud. Maître Vautier m'a parlé de vous. Elle vous attend. Pouvez-vous venir demain à 14h? Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas parlé à la photo d'Henri. Je l'ai simplement regardé. Et j'ai dit à voix haute ces mots que je n'avais jamais osé prononcer. Je vais me battre, Henri. Je ne sais pas si je vais gagner, mais je ne me laisserai plus faire. Et dans le silence de mon sous-sol, j'ai cru entendre sa voix me répondre. Enfin, Camille. Enfin. Et vous, avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Avez-vous déjà été trahi par ceux que vous aimiez le plus? Avez-vous déjà découvert que les personnes en qui vous aviez confiance complotaient contre vous? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Le cabinet de Maître Vautier se trouvait dans le 8e arrondissement, rue du Faubourg Saint-Honoré. Un immeuble haussmannien aux moulures dorées, avec un ascenseur ancien qui grinçait à chaque étage. J'avais mis ma plus belle robe, celle que je gardais pour les occasions spéciales. Une robe bleu marine qu'Henri m'avait offerte pour nos 30 ans de mariage. Et elle était un peu grande maintenant. J'avais perdu du poids ces derniers mois, mais elle me donnait du courage. Je me sentais redevenir quelqu'un en la portant. La secrétaire m'a fait entrer dans un bureau lumineux, aux murs couverts de diplômes et de livres juridiques. Maître Vautier m'attendait derrière son bureau. C'était la femme que j'avais vue ce soir-là, chez Julien. Elle avait les cheveux gris coupés courts, des lunettes rectangulaires et un regard perçant mais bienveillant. Elle s'est levée pour me serrer la main. « Madame Renaud, je suis heureuse que vous ayez appelé. Asseyez-vous, je vous en prie. » Je me suis assise dans un fauteuil en cuir, face à elle. Mes mains tremblaient sur mes genoux. Je ne savais pas par où commencer. Elle a dû le sentir car elle a parlé la première. Ce soir-là, chez votre fils, j'ai vu des choses qui m'ont choquée. La façon dont cette femme vous parlait, la façon dont elle vous regardait, et votre fils, qui ne disait rien. J'ai passé 30 ans à défendre des personnes victimes d'abus familiaux,
Je reconnais les signes. J'ai baissé les yeux. Vous devez penser que je suis faible, que j'aurais dû partir depuis longtemps. Elle a secoué la tête. Je pense que vous êtes une mère qui aime son fils. Et c'est justement cet amour qui vous a rendu vulnérable. Alors je lui ai tout raconté. La vente de mon appartement, les 280 000 € que j'avais donnés, la promesse de Julien que je vivrais avec eux jusqu'à la fin de mes jours, le sous-sol, les humiliations quotidiennes, et puis la lettre du notaire, le projet de SCI, la note manuscrite de Sabrina. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les photos que j'avais prises. Elle les a regardées une par une, le visage impassible. Mais je voyais ses yeux se durcir à mesure qu'elle lisait. Quand j'ai eu fini, le silence est tombé dans le bureau. Maître Vautier a retiré ses lunettes et les a posées sur son bureau. « Madame Renaud, ce que vous me décrivez est grave, très grave. Vous avez contribué à hauteur de 70% à l'achat de cette maison. Vous avez des preuves de ces paiements, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. J'ai tout gardé. Les relevés bancaires, les virements, les reçus. Tout est dans une boîte, dans mon sous-sol. Elle a souri. Bien, c'est très bien. Beaucoup de personnes dans votre situation n'ont aucune preuve. Vous avez tout. Elle s'est levée et s'est approchée de la fenêtre. Dehors, Paris vivait sa vie normale. Les voitures se klaxonnaient, les gens marchaient sur les trottoirs, inconscients du drame qui se jouait dans ce bureau. Légalement, a-t-elle continué, votre fils et sa femme ne peuvent pas créer cette SCI sans reconnaître votre contribution. Vous n'avez pas fait de donation. Vous n'avez signé aucun document qui cède vos droits sur cet argent. En l'absence de preuves contraires, cet argent constitue une créance. Ils vous doivent 280 000 €, plus les intérêts. Une créance. Ce mot résonnait dans ma tête. Je n'avais jamais pensé à mon geste d'amour maternel en ces termes. Mais c'était la réalité juridique. J'avais prêté de l'argent à mon fils, et il refusait de me le rendre. Maître Vautier est revenu s'asseoir face à moi. Nous avons plusieurs options. La première, la plus douce, est d'envoyer une lettre de mise en demeure. Nous leur demandons de reconnaître vos droits et de vous rembourser ou de vous inclure dans la propriété. Elle a marqué une pause. La deuxième option, si la première échoue, est d'aller en justice. Avec les preuves que vous avez, nous avons toutes les chances de gagner. Mon cœur battait fort. Et qu'est-ce qui se passerait s'il refusait trop de payer? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Alors le tribunal pourrait ordonner la vente forcée de la maison pour vous rembourser. La vente forcée, vendre la maison, cette maison où vivait mon fils, où j'avais rêvé de voir grandir mes petits-enfants. Est-ce que je voulais vraiment en arriver là? Maître Vautier a dû lire mes pensées. Madame Renaud, je comprends vos hésitations. C'est votre fils. Vous l'aimez. Mais lui, est-ce qu'il vous aime? Est-ce qu'il vous traite comme une mère mérite d'être traitée? J'ai secoué la tête, les larmes aux yeux. Non, non, il ne me traite pas bien. Alors vous devez vous protéger. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Je suis sortie de ce cabinet 1 heure plus tard, avec un dossier sous le bras. Maître Vautier m'avait expliqué toutes les étapes, tous les scénarios possibles. Elle m'avait donné ses coordonnées personnelles en cas d'urgence. Et elle m'avait dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Madame Renaud, vous n'êtes pas seule. Des milliers de femmes vivent ce que vous vivez. Des mères abandonnées, exploitées, humiliées par leurs propres enfants. La loi existe pour les protéger. Et moi, je suis là pour faire appliquer cette loi.
En rentrant chez Julien ce soir-là, j'ai fait quelque chose d'inhabituel. Au lieu de descendre directement dans mon sous-sol, je me suis arrêtée dans la cuisine. J'ai préparé du thé. Je me suis assise à la table, cette table où je n'avais plus le droit de manger avec eux. Et j'ai bu mon thé lentement, en regardant par la fenêtre. Le jardin était gris sous le ciel d'hiver. Les arbres avaient perdu leurs feuilles, mais quelque part, sous la terre gelée, les racines continuaient de vivre, de se préparer pour le printemps. Comme moi. Quand Sabrina est rentrée du travail, elle m'a trouvée là. Son visage s'est déformé de surprise, puis de colère. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien à faire ici. » Je l'ai regardée calmement. Je buvais un thé. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, mais quelque chose dans mon regard l'a arrêtée. Pour la première fois, je ne baissais pas les yeux. Pour la première fois, je la regardais en face, sans peur, sans soumission. Elle a hésité, puis elle a tourné les talons, et elle est partie vers le salon. Et moi, j'ai fini mon thé tranquillement, avant de descendre dans mon sous-sol. Cette nuit-là, j'ai sorti la boîte où je gardais tous mes documents. Pendant des heures, j'ai trié, classé, organisé. Les relevés bancaires par date, les virements par montant, les reçus par catégorie. J'ai tout photographié avec mon téléphone, au cas où. Et quand j'ai eu terminé, quand la boîte était parfaitement ordonnée, je l'ai cachée sous une lame de plancher disjointe, dans un coin de ma chambre. Personne ne la trouverait là. Puis je me suis assise sur mon lit et j'ai regardé la photo d'Henri. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas pleuré. Je lui ai simplement dit « Les choses sont en train de changer, mon amour. Je ne sais pas encore comment tout cela va finir. Mais je ne suis plus la même femme qu'avant. Cette femme qui se laissait humilier en silence. Cette femme qui espérait que les choses s'arrangent toutes seules. Cette femme-là est en train de disparaître. Et à sa place, il y a quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui se bat. Quelqu'un qui refuse d'être effacé. » Le visage d'Henri souriait sur la photo. Ce sourire doux qu'il avait toujours. Et j'ai eu l'impression qu'il était fier de moi. Enfin, 2 semaines après ma visite chez Maître Vautier, la lettre de mise en demeure est arrivée. Je n'étais pas là quand le facteur l'a déposée. J'étais au sous-sol comme d'habitude, en train de plier du linge. Mais j'ai entendu le cri de Sabrina depuis le salon. Un cri de rage pure, animal, qui a fait trembler les murs de la maison. Puis des pas précipités dans l'escalier, la porte de mon sous-sol qui s'ouvre violemment, et Sabrina qui déboule dans ma chambre, le visage déformé par la fureur, la lettre froissée dans son poing. « C'est quoi ça ?» Elle brandissait la lettre devant mon visage. « C'est quoi cette merde? Tu nous attaques en justice? Après tout ce qu'on a fait pour toi ?» Je me suis levée lentement. J'ai posé le linge sur mon lit. J'ai respiré profondément avant de répondre. Cette lettre n'est pas une attaque. C'est une demande de reconnaissance de mes droits. J'ai contribué à 280 000 € pour cette maison. Je veux que cette contribution soit reconnue légalement. Elle a éclaté d'un rire mauvais. Tes droits? Quels droits? Tu vis ici gratuitement depuis 3 ans. Tu manges notre nourriture, tu utilises notre électricité, tu prends notre espace. Et tu parles de droit. J'ai senti la colère monter en moi, mais je l'ai contenue. Je ne voulais pas perdre mon calme. Pas maintenant. Sabrina, j'ai payé 70% de cette maison. Sans mon argent, vous n'auriez jamais pu l'acheter. Et au lieu de me traiter comme une membre de la famille, vous m'avez reléguée dans ce sous-sol humide. Vous m'avez transformée en domestique. Vous m'avez humiliée devant vos amis.
Et maintenant, vous voulez créer une SCI pour m'exclure complètement de la propriété. Son visage est devenu blanc. Comment tu sais ça? Pour la SCI? Je n'ai pas répondu. Elle n'avait pas besoin de savoir comment j'avais découvert leur plan. L'important, c'est que je savais et que j'avais les preuves. Sabrina a fait un pas vers moi. Son visage était à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir son parfum, un parfum cher et entêtant qui me donnait la nausée. Écoute-moi bien, vieille folle. Si tu continues avec cette histoire, on va te détruire. On a des témoins. Des gens qui t'ont vue confuse, désorientée. Tu oublies des choses, tu confonds les jours. On te fera passer pour sénile. On te mettra sous tutelle. Et tu finiras tes jours dans un EHPAD pourri, à manger de la purée et à regarder le plafond en attendant la mort. Ces mots m'ont glacé, mais je n'ai pas reculé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu peux essayer, Sabrina, mais je ne suis pas sénile. Et j'ai des preuves de tout. De mes paiements, de votre projet de SCI, de la façon dont vous m'avez traité. Si cette affaire va en justice, c'est vous qui serez exposé. Pas moi. Elle a levé la main. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait me frapper. Mais elle s'est retenue. Elle a baissé le bras, m'a lancé un dernier regard de haine, et elle est remontée en claquant la porte si fort que la photo d'Henri est tombée du mur. Je l'ai ramassée avec des mains tremblantes. Le verre était fissuré, mais la photo était intacte. J'ai serré le cadre contre ma poitrine et j'ai murmuré « Ça va aller, Henri. Ça va aller. » Le soir même, Julien est descendu me voir. C'était la première fois qu'il entrait dans mon sous-sol depuis des mois. Il est resté debout près de la porte, les bras croisés, le visage fermé. « Maman, il faut qu'on parle. » Je me suis assise sur mon lit. « Parle. » Il a soupiré. « Cette lettre d'avocat, tu dois la retirer. Tu es en train de détruire notre famille. » « Notre famille ?» J'ai senti les larmes monter, mais je les ai retenues. Quelle famille? Julien, tu m'as mise dans un sous-sol. Tu me laisses ta femme m'insulter, m'humilier, me traiter comme une esclave. Et tu appelles ça une famille? Il a détourné le regard. Sabrina est stressée. Son travail est difficile. Elle ne pense pas ce qu'elle dit. Elle ne pense pas ce qu'elle dit? Julien, elle m'a hurlé que je ne servais plus à rien devant cette personne. Elle m'a dit que cette maison serait mieux sans moi. Elle voulait me faire passer pour folle et me mettre en EHPAD. Et toi, tu n'as jamais rien dit. Tu n'as jamais pris ma défense. Pas une seule fois. Il a serré les poings. Parce que tu ne lui as pas donné le choix. Tu aurais pu être plus accommodante, plus discrète. Au lieu de ça, tu faisais tout pour attirer l'attention, pour te plaindre. Ces mots m'ont frappé comme un coup de couteau. Accommodante? Discrète? Julien, je me levais à 6 heures du matin pour nettoyer votre maison. Je préparais vos repas, je lavais vos vêtements, je m'occupais de votre jardin. Et tu me reproches de ne pas avoir été assez discrète? Il n'a rien répondu. Il fixait le sol, incapable de me regarder en face. J'ai compris à ce moment-là que mon fils était perdu. Pas parce qu'il était méchant, mais parce qu'il était faible. Sabrina l'avait manipulé, façonné, à son image. Le petit garçon que j'avais élevé. Celui qui pleurait quand il trouvait un oiseau mort dans le jardin. Celui qui me faisait des dessins pour la fête des mères. Ce petit garçon avait disparu. À sa place, il y avait un homme lâche qui choisissait la facilité plutôt que la justice. « Julien, ai-je dit doucement, je t'aime. Tu es mon fils. Tu seras toujours mon fils. Mais je ne retirerai pas cette lettre. J'ai des droits et je vais les faire valoir. » Il a levé les yeux vers moi. Son regard était dur,
froid. Alors tu nous déclares la guerre. Non. C'est vous qui m'avez déclaré la guerre il y a longtemps. Moi, je me défends. C'est tout. Il est parti sans un mot de plus. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, puis la porte du salon qui claquait, puis les voix de Sabrina et Julien qui discutaient à voix basse. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient, mais je savais qu'ils parlaient de moi, qu'ils complotaient contre moi. Les jours suivants ont été un enfer. Sabrina ne m'adressait plus la parole du tout. Elle passait devant moi comme si je n'existais pas. Mais elle laissait des choses sur mon chemin. Des objets que je devais ramasser, des tâches que je devais nettoyer, des corvées supplémentaires qui s'ajoutaient à ma liste déjà interminable. C'était sa façon de me punir, de me rappeler qui commandait dans cette maison. Julien, lui, avait adopté une stratégie différente. Il me parlait, mais chaque conversation était une tentative de manipulation. « Maman, tu es sûre que tu veux aller jusqu'au bout? Tu sais, les procès, c'est long, c'est coûteux. Tu n'as pas les moyens de payer un avocat pendant des années. Et même si tu gagnes, qu'est-ce que tu auras? De l'argent? À quoi ça te servira à ton âge? » Je ne répondais pas à ces provocations. Je me contentais de hocher la tête et de continuer mes tâches. Mais à l'intérieur, je bouillais. Comment mon propre fils pouvait-il me parler ainsi? Comment pouvait-il réduire ma vie, mes sacrifices, mon amour à une question d'argent? Je n'avais jamais voulu l'argent. Je voulais juste être traitée avec dignité. Je voulais juste qu'on reconnaisse ce que j'avais donné. Un soir, environ 3 semaines après l'envoi de la lettre, quelque chose de terrible s'est produit. J'étais dans ma chambre, en train de lire, quand j'ai entendu des pas lourds dans l'escalier. La porte s'est ouverte brusquement. C'était Sabrina, accompagnée de 2 personnes que je ne connaissais pas. Un homme en costume gris et une femme en blouse blanche. « Voilà !» a dit Sabrina en me désignant du doigt. « C'est elle. Vous voyez dans quel état elle vit? C'est parce qu'elle refuse de prendre soin d'elle. Elle est confuse, elle oublie tout, elle ne reconnaît plus les gens parfois. » L'homme en costume s'est approché de moi. « Madame Renaud, je suis le docteur Mercier. Votre famille s'inquiète pour vous. Ils pensent que vous avez besoin d'une évaluation médicale. » Mon cœur s'est mis à battre très fort. Une évaluation médicale. C'était ça leur plan. Ils voulaient me faire passer pour folle. Ils voulaient me faire interner. Je me suis levée, essayant de garder mon calme. « Docteur, je vais parfaitement bien. Je ne suis pas confuse. Je ne suis pas désorientée. Ma belle-fille vous a menti pour me discréditer parce que je l'ai attaquée en justice. » La femme en blouse blanche a échangé un regard avec le médecin. Elle a ce genre de discours paranoïaque depuis quelques semaines, a dit Sabrina, avec une voix faussement inquiète. Elle croit que tout le monde complote contre elle. C'est très triste à voir. J'ai serré les poings. Je ne suis pas paranoïaque. J'ai des preuves de tout ce que j'avance, des documents, des photos, des témoignages. Si vous voulez les voir, je peux vous les montrer. Le docteur Mercier m'a regardé avec une expression que je connaissais bien. C'était l'expression que j'avais vue des centaines de fois pendant ma carrière d'infirmière. L'expression de quelqu'un qui ne sait pas qui croire. « Madame Renaud, » a-t-il dit doucement, « personne ne veut vous faire du mal. Nous voulons juste nous assurer que vous allez bien. Accepteriez-vous de venir avec nous pour un simple examen? Juste quelques tests, pour rassurer tout le monde. » J'ai regardé Sabrina. Elle souriait, ce sourire de triomphe qu'elle avait quand elle pensait avoir gagné. Et à ce moment-là, j'ai compris que si j'acceptais d'aller avec eux, je ne reviendrais peut-être jamais. Ils m'enfermeraient quelque part.
Ils diraient que j'étais folle. Et tout serait fini. Non, ai-je dit fermement. Je refuse. Le sourire de Sabrina a vacillé. Pardon? J'ai répété plus fort. Je refuse de vous accompagner. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas folle. Et si vous essayez de m'emmener de force, j'appellerai la police. Il y a eu un moment de silence. Le docteur Mercier semblait embarrassé. Il s'est tourné vers Sabrina. « Madame, sans le consentement de la patiente, nous ne pouvons pas procéder, sauf si vous avez une ordonnance du juge. » Sabrina est devenue rouge de colère. Mais vous voyez bien qu'elle est instable. Elle vient de menacer d'appeler la police. Le médecin a secoué la tête. Refuser un examen médical n'est pas un signe d'instabilité, madame. C'est un droit. Il s'est tourné vers moi. Madame Renaud, si vous changez d'avis, voici ma carte. N'hésitez pas à m'appeler. Il a posé sa carte sur ma table de nuit et il est parti, suivi de la femme en blouse blanche. Sabrina est restée quelques secondes, me fusillant du regard. « Ce n'est pas fini », a-t-elle sifflé entre ses dents. Puis elle est partie en claquant la porte. Je me suis effondrée sur mon lit, tremblante. Mon cœur battait si fort que j'avais mal à la poitrine. Ils avaient essayé de me faire interner. Ils avaient failli réussir. Si j'avais dit oui, si j'avais été plus faible, plus fatiguée, plus désespérée, je serais peut-être en route vers un hôpital psychiatrique en ce moment même. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Maître Vautier. Il était tard, mais elle avait dit que je pouvais l'appeler en cas d'urgence. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Madame Renaud, que se passe-t-il » Je lui ai tout raconté, la voix tremblante. Le médecin, la tentative d'évaluation forcée, les menaces de Sabrina. Elle m'a écoutée sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, sa voix était grave. « C'est plus grave que je ne le pensais. Ils sont prêts à tout pour vous faire taire. Il faut accélérer les choses. Je vais déposer une plainte pour harcèlement moral et tentative d'abus de faiblesse. Et je vais demander une audience en urgence. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise sur mon lit, dans le noir, à écouter les bruits de la maison. J'entendais Sabrina et Julien qui discutaient au-dessus de moi. Leurs voix montaient et descendaient, parfois calmes, parfois agitées. Ils préparaient leur prochaine attaque, j'en étais sûre. Mais moi aussi, je me préparais. Et cette fois, je ne me laisserai pas faire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous abandonné face à tant de cruauté? Ou auriez-vous continué à vous battre, même quand tout semblait perdu? Dites-le moi dans les commentaires. L'audience a eu lieu un mardi matin de février, dans une salle austère du tribunal de grande instance de Paris. Les murs étaient gris, les néons diffusaient une lumière froide, et l'air sentait le vieux papier et la poussière. J'étais arrivée 1 heure en avance, trop nerveuse pour rester chez Julien 1 minute de plus. Maître Vautier m'attendait dans le couloir. Elle portait un tailleur noir impeccable, et ses cheveux gris étaient tirés en un chignon sévère. Elle m'a serré la main avec fermeté et m'a dit d'une voix calme que tout allait bien se passer, que nous avions les preuves de notre côté, que la vérité finirait par éclater. J'ai hoché la tête, mais mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Julien et Sabrina sont arrivés quelques minutes plus tard, accompagnés de leur avocat, un homme grand et mince aux cheveux noirs gominés qui marchait avec l'arrogance de ceux qui croient toujours avoir raison. Sabrina portait une robe élégante, des perles autour du cou, un maquillage parfait. Elle souriait aux huissiers comme si elle était à un cocktail mondain plutôt qu'à un procès. Julien, lui, avait le teint pâle et les yeux cernés. Il m'a jeté un regard rapide, presque honteux, avant de détourner la tête. Pendant un instant,
J'ai cru voir mon petit garçon sous le masque de cet homme froid, et mon cœur s'est serré. Mais je me suis rappelé tout ce qu'il m'avait fait subir, tout ce qu'il avait laissé faire sans jamais intervenir, et j'ai chassé cette pensée de mon esprit. Je n'étais plus sa mère aujourd'hui. J'étais une femme qui se battait pour sa dignité. La juge était une femme d'une 60aine d'années, au visage sévère mais juste, avec des lunettes rondes et des cheveux blancs coupés courts. Elle s'appelait Madame Forestier, et dès qu'elle est entrée dans la salle, j'ai senti qu'elle ne tolérerait aucun mensonge, aucune manipulation. Elle a ouvert la séance d'une voix claire et elle a demandé à Maître Vautier de présenter notre dossier. Mon avocate s'est levée et elle a commencé à parler. Elle a expliqué comment j'avais vendu mon appartement pour aider mon fils à acheter sa maison, comment j'avais contribué à hauteur de 280 000 € sur un total de 400 000. Comment j'avais vécu pendant 3 ans dans un sous-sol humide en étant traitée comme une domestique. Comment mon fils et sa femme avaient tenté de créer une SCI pour m'exclure de la propriété. Comment ils avaient même essayé de me faire passer pour folle en faisant venir un médecin pour m'évaluer de force. Elle a présenté les preuves une par une, les relevés bancaires, les virements, les documents de la SCI, les photos du sous-sol où je vivais, et chaque pièce était un coup de marteau qui enfonçait un peu plus leur défense. L'avocat de Julien et Sabrina a tenté de contre-attaquer. Il a prétendu que j'avais fait un don, pas un prêt, que j'avais choisi librement de vivre au sous-sol, que mes accusations de mauvais traitement étaient exagérées et motivées par la rancœur. Il a essayé de me peindre comme une vieille femme aigrie qui voulait se venger de sa belle-fille parce qu'elle était jalouse de son succès. Sabrina hochait la tête à chaque argument, affichant une expression de victime innocente qui m'a donné envie de vomir. Mais Maître Vautier était prête. Elle a démoli chaque argument avec une précision chirurgicale. Elle a montré qu'il n'y avait aucun acte de donation signé, qu'aucun document ne prouvait que j'avais renoncé à mes droits sur cet argent. Elle a présenté des photos du sous-sol, l'humidité sur les murs, la petite fenêtre qui donnait sur les pieds des passants, le matelas défoncé sur lequel je dormais, et la juge a froncé les sourcils en les regardant. Elle a cité les témoignages des voisins qui m'avaient vu travailler dans le jardin, par tous les temps, nettoyer les fenêtres sous la pluie, porter des sacs de course trop lourds pour mon âge. Et puis, Maître Vautier a joué sa carte maîtresse. Elle a annoncé qu'elle avait un témoin surprise à faire entendre, et la juge a accepté. La porte de la salle s'est ouverte, et un homme est entré. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était l'un des collègues de Sabrina qui était présent le soir où elle m'avait hurlé dessus devant tout le monde. Il s'appelait Marc Delarue, et il avait un visage pâle et nerveux. Il s'est assis à la barre des témoins, et il a prêté serment de dire la vérité. Puis Maître Vautier lui a demandé de raconter ce qu'il avait vu ce soir-là, et il a tout dit. La façon dont Sabrina m'avait crié dessus, les mots qu'elle avait utilisés. « Tu ne sers plus à rien. Dehors !» La façon dont elle m'avait presque poussé. La façon dont Julien était resté silencieux sans me défendre. Et puis il a sorti son téléphone et il a dit qu'il avait filmé la scène parce qu'il était choqué par ce qu'il voyait et qu'il voulait garder une preuve au cas où. La vidéo a été diffusée dans la salle. On me voyait dans la cuisine, terrifiée, reculant contre le comptoir tandis que Sabrina hurlait à quelques centimètres de mon visage. On entendait chaque mot, chaque insulte, chaque crachat de haine. Et on voyait Julien, debout derrière les autres invités, qui regardait la scène sans bouger, sans rien dire,
sans esquisser le moindre geste pour protéger sa mère. Quand la vidéo s'est terminée, le silence dans la salle était assourdissant. J'ai regardé Sabrina. Son visage avait perdu toute couleur. Elle ne souriait plus. Elle fixait l'écran où la vidéo s'était figée sur son visage déformé par la rage. Et elle semblait comprendre pour la première fois que tout était fini. Julien, à côté d'elle, avait la tête baissée. Il ne me regardait pas. Il ne regardait personne. Il était comme un homme qui vient de voir sa vie s'effondrer. La juge a demandé une suspension d'audience pour délibérer. Nous sommes sortis dans le couloir. Maître Vautier m'a dit que les choses se présentaient très bien pour nous, que la vidéo était une preuve accablante qu'il ne pourrait pas contester. J'ai hoché la tête, mais je ne ressentais pas de joie. Je ne ressentais rien, en fait. Juste une immense fatigue et une tristesse profonde. 1 heure plus tard, nous sommes retournés dans la salle et la juge a rendu son verdict. Elle a reconnu mes droits sur 70% de la propriété. Elle a ordonné à Julien et Sabrina de me racheter mes parts dans un délai de 6 mois, ou de vendre la maison et de me rembourser ma contribution. Elle a ajouté 50 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Et elle a condamné Julien et Sabrina aux dépens, ce qui signifiait qu'ils devaient payer tous les frais de justice, y compris mes honoraires d'avocat. Sabrina s'est levée d'un bond, le visage rouge de colère, et elle a crié que c'était injuste, que j'avais manipulé tout le monde, que cette vidéo était un montage. La juge a frappé son marteau et elle lui a ordonné de se taire sous peine d'outrage à magistrat. Sabrina s'est rassise, tremblante de rage, et Julien a posé une main sur son bras pour la calmer. Il m'a regardé une dernière fois, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, du regret. Mais il était trop tard pour les regrets. Beaucoup trop tard. 6 mois après le verdict, la maison a été vendue. Julien et Sabrina n'avaient pas réussi à réunir l'argent nécessaire pour acheter mes parts, et le tribunal a ordonné la vente forcée. La propriété est partie à un couple de médecins avec 3 enfants, des gens charmants qui m'ont envoyé une carte pour me remercier de leur avoir permis d'acquérir cette belle maison. J'ai reçu ma part quelques semaines plus tard, un virement de 320 000 € qui incluait mes 280 000 € de contribution initiale, plus les 50 000 € de dommages et intérêts, moins les frais divers. Avec cet argent, j'ai acheté un appartement à Nice, un 3 pièces lumineux au 5e étage d'un immeuble moderne, avec une grande terrasse qui donne sur la mer. Le matin, je prends mon café en regardant le soleil se lever sur la Méditerranée et je respire l'air salé qui entre par les fenêtres ouvertes. Et je me dis que la vie peut être belle même après avoir traversé l'enfer. J'ai appris par des connaissances communes ce qui était arrivé à Julien et Sabrina après la vente de la maison. Ils ont dû louer un petit appartement dans une banlieue moins prestigieuse, un 2 pièces sombre, qui n'avait rien à voir avec leur ancienne demeure. Sabrina n'a pas supporté cette déchéance sociale. Elle, qui attachait tant d'importance aux apparences et au regard des autres, elle a commencé à reprocher à Julien d'être responsable de leur situation, de ne pas avoir su gérer sa mère, de ne pas avoir été assez ferme. Les disputes se sont multipliées, de plus en plus violentes, de plus en plus fréquentes. 3 mois après leur déménagement, Sabrina a fait ses valises et elle est partie en laissant un mot sur la table de la cuisine qui disait simplement qu'elle ne s'était pas mariée pour vivre comme une pauvre et qu'elle méritait mieux que lui. Elle a demandé le divorce quelques semaines plus tard et elle a obtenu la moitié de ce qui leur restait.
c'est-à-dire presque rien. Julien s'est retrouvé seul dans cet appartement miteux, sans femme, sans maison, sans rien de ce qui avait constitué sa vie pendant des années. Il m'a écrit plusieurs fois après le procès, des lettres longues et confuses, où il mélangeait les excuses et les reproches, les regrets et les justifications. Il disait qu'il avait été aveuglé par Sabrina, qu'il n'avait pas vu ce qu'elle me faisait subir, qu'il aurait dû me défendre, mais qu'il avait peur de la perdre. Il disait qu'il m'aimait, qu'il avait toujours aimé sa maman, qu'il voulait me revoir, pour qu'on puisse parler et peut-être reconstruire quelque chose ensemble. J'ai lu chacune de ces lettres avec attention, et chaque fois je pleurais un peu, parce que malgré tout ce qui s'était passé, il restait mon fils, mon unique enfant, la chair de ma chair. Mais je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de temps pour guérir, pour comprendre ce que je voulais vraiment, pour savoir si j'étais capable de pardonner. Un jour, plusieurs mois après la dernière lettre, j'ai finalement pris une feuille de papier et j'ai écrit. Je lui ai dit que je l'aimais, que je l'aimerais toujours, parce qu'une mère ne peut pas s'empêcher d'aimer son enfant, même quand cet enfant lui a fait du mal. Je lui ai dit que je comprenais qu'il avait été manipulé, que Sabrina avait su exploiter ses faiblesses et ses peurs. Mais je lui ai dit aussi que comprendre n'était pas pardonner, que les blessures qu'il m'avait infligées étaient profondes et qu'elles mettraient du temps à cicatriser. Je lui ai dit que peut-être un jour nous pourrions nous revoir, mais pas maintenant, pas encore. Je lui ai dit de vivre sa vie, d'apprendre de ses erreurs, de devenir un homme meilleur que celui qu'il avait été. Et j'ai signé simplement ta mère, Camille. Je ne sais pas s'il a reçu ma lettre. Je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, où il vit, s'il a retrouvé quelqu'un, s'il est heureux ou malheureux. Je ne cherche pas à le savoir. Ce n'est plus mon rôle de veiller sur lui, de m'inquiéter pour lui, de sacrifier ma vie pour la sienne. J'ai fait ça pendant 40 ans, et ça m'a conduite dans un sous-sol humide, où je dormais sur un matelas défoncé, en attendant qu'on me dise que je ne servais plus à rien. Maintenant, c'est fini. Maintenant, je vis pour moi. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes sur ma terrasse avec le bruit des vagues en fond sonore et le cri des mouettes qui passent devant ma fenêtre, je repense souvent à cette femme que j'étais il y a 2 ans. Cette femme brisée qui vivait dans un sous-sol humide et qui acceptait les humiliations en silence parce qu'elle croyait que c'était le prix à payer pour rester près de son fils. Je ne reconnais plus cette femme. Elle me semble lointaine, étrangère, comme un personnage de roman dont j'aurais lu l'histoire il y a très longtemps. La Camille d'aujourd'hui est différente. Elle se lève chaque matin avec le sourire. Elle prend son café face à la mer. Elle se promène sur la promenade des Anglais. Elle lit des livres qu'elle n'avait jamais eu le temps de lire. Elle voyage parfois dans des endroits qu'elle avait toujours rêvé de visiter. Elle vit, tout simplement. Et c'est un miracle qu'elle n'aurait jamais cru possible. On m'a dit que je ne servais plus à rien. Ces mots, je les ai entendus résonner dans ma tête pendant des mois, comme une condamnation, comme une sentence de mort. Mais ils avaient tort. Je servais à quelque chose d'essentiel, à moi-même. J'avais oublié cette vérité fondamentale pendant trop longtemps. J'avais passé ma vie à servir les autres, mes patients quand j'étais infirmière, mon mari quand il était vivant, mon fils quand il grandissait, et j'avais fini par croire que ma valeur dépendait uniquement de ce que je pouvais donner aux autres. Mais ce n'est pas vrai. Ma valeur existe indépendamment de ce que je fais pour les autres. Je mérite d'être aimée, respectée,
traitée avec dignité, simplement parce que je suis un être humain. Si mon histoire peut aider, ne serait-ce qu'une seule femme à ouvrir les yeux, à comprendre qu'elle n'est pas obligée d'accepter l'humiliation au nom de l'amour familial, alors tout ce que j'ai traversé aura eu un sens. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Ma belle-fille a semé le mépris et elle a récolté la solitude. Mon fils a semé le silence et il a récolté le vide. Et moi, j'ai semé la patience et le courage et j'ai récolté la paix. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.